Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo qui aujourd'hui sera consacrée à la thématique des énergies dites renouvelables. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker un maximum ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines interventions. Alors dans une précédente vidéo, je vous avais parlé déjà de la thématique de l'énergie en parlant du pétrole, du risque de pénurie et de l'après-pétrole. Donc je vous invite à consulter cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, nous allons parler des énergies dites renouvelables. Alors je mets des guillemets autour des énergies dites renouvelables, tout simplement parce que il faut savoir de quoi on parle quand on parle de renouvelables. En fait, Lavoisier a dit « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». C'est valable pour l'énergie. Pour que l'énergie soit entre guillemets renouvelable, il faut qu'il y ait une source d'énergie primaire qui soit relativement stable pour que les énergies renouvelables puissent en permanence être justement renouvelées. Alors sur Terre, notre source d'énergie principale, vous devez le savoir, c'est le Soleil. Le Soleil qui nous éclaire depuis plusieurs milliards d'années et pour encore plusieurs milliards d'années. Donc c'est formidable, tout va bien, on a une source d'énergie qui est fiable, qui est stable, qui est pérenne et qui ne risque pas de nous lâcher du jour au lendemain. En tout cas, il n'y a rien qui nous le laisse penser pour l'instant. Donc cette énergie primaire qui va arriver sur Terre, elle va être ensuite réutilisée, elle va alimenter des systèmes qui vont eux-mêmes à leur tour effectivement engendrer un stockage de cette énergie sous différentes formes. Et ce sont ces énergies-là qu'on va pouvoir réexploiter, réutiliser sur Terre et qu'on va appeler donc les énergies renouvelables. Donc, pour restreindre un petit peu le champ de cette vidéo, je ne vais pas vous parler de toutes les énergies renouvelables qui existent, parce qu'on pourrait parler, je ne sais pas moi, de la méthanisation par exemple, ou d'autres sources comme ça d'énergie qui sont également des énergies renouvelables. On va parler principalement dans cette vidéo de trois sources d'énergie qui vont être le solaire, l'éolien et l'hydroélectrique. Ces trois principales sources d'énergie, première chose à savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, elles sont utilisées quasi exclusivement pour deux types de production d'énergie, la production de chaleur et la production d'électricité. Elles sont très peu utilisées pour créer une autre forme d'énergie qui est le mouvement. C'est-à-dire qu'on va très peu utiliser ces énergies de manière directe pour faire bouger des choses, pour faire fonctionner des outils. Un exemple tout bête d'énergie renouvelable utilisée pour le mouvement, ce sont les voiliers. Par exemple, un voilier va utiliser de manière directe l'énergie du vent pour créer du mouvement, tout simplement. Donc ça, c'est très peu utilisé à l'heure actuelle. Ça l'était davantage par le passé, effectivement. On parle des bateaux à voile, on parle des moulins à vent, etc. Donc c'était des moulins à eau également, où l'énergie créait directement du mouvement. Aujourd'hui, donc, ça reste vraiment très confidentiel. Donc, je ne m'attarderai pas sur ces utilisations-là de l'énergie renouvelable. Là, on va parler vraiment de la production de chaleur, de la production d'électricité. Alors, les axes de cette vidéo, dans un premier temps, je vais vous parler de la disponibilité de ces différentes sources d'énergie, donc la difficulté également de les exploiter les unes et les autres, et puis on va parler du stockage de ces énergies, et pour terminer, je vais consacrer une partie à, ce qui concerne les réticences pour l'exploitation de ces énergies, donc les réticences des gens, des personnes vis-à-vis de ces différentes sources d'énergie. Alors, dans un premier temps, donc, on parle de la disponibilité et de la difficulté à exploiter ces différentes sources d'énergie. Premièrement, le solaire, puisque, a priori, je vous ai dit, c'est l'énergie du soleil qui arrive sur Terre, notre source d'énergie primaire, le soleil. Donc, parlons de l'énergie solaire qui est exploitée de manière directe. On va utiliser le soleil pour produire de l'eau chaude. Ça sera donc les chauffe-eau solaires, avec donc des panneaux solaires qui vont chauffer de l'eau tout simplement, et cette eau va ensuite être stockée dans des ballons d'eau chaude. Voilà, donc chauffe-eau solaire. La manière la plus simple
d'utiliser et de transformer l'énergie du soleil. Deuxième type d'utilisation, eh bien effectivement, l'utilisation du soleil pour produire de l'électricité via des panneaux photovoltaïques, hein, donc qui vont convertir l'énergie lumineuse en énergie électrique. Donc ça, c'est le deuxième type d'utilisation qui est en plein essor, qui se développe beaucoup et dont on parle beaucoup. Si on parle du solaire, évidemment, il faut parler de la disponibilité de cette ressource. Évidemment, déjà, le problème se pose entre le jour et la nuit. C'est rare qu'on prenne des coups de soleil la nuit. Effectivement, la nuit, malheureusement, le soleil n'est pas disponible pour produire de l'énergie. Donc, c'est une source d'énergie déjà qui ne peut être exploitée que sur une période de temps bien spécifique et donc sur un temps assez court en fait. Deuxième chose, la quantité de soleil, de chaleur, de lumière reçue par la Terre n'est pas la même qu'on se trouve près de l'équateur ou qu'on se trouve près du pôle Nord. Elle n'est pas la même lorsqu'il fait beau ou lorsqu'il y a des nuages et encore moins lorsqu'il pleut. Donc effectivement, c'est une source d'énergie qui est difficile à exploiter dans certaines zones parce que tout simplement elle est peu disponible. Donc comme elle est peu disponible, effectivement, eh bien, cette source d'énergie-là, elle va être réservée finalement à certaines régions et dans d'autres régions, bah, finalement, c'est une source d'énergie qui ne sera absolument pas exploitable. Deuxième source de problème pour le solaire, ça va être la surface à exploiter. Une ferme solaire, hein, bah, effectivement, les panneaux solaires, ça nécessite beaucoup de place. Les panneaux solaires, pour les produire, il faut également donc, de la ressource. Alors ça tombe bien, on utilise du silicium. Bon, c'est une ressource qui est très disponible sur Terre, donc ça ne pose pas trop de problèmes. Mais effectivement, il faut de la place, il faut de la surface pour créer des fermes solaires. Et donc, évidemment, ça impose certaines contraintes. Parlons de l'éolien. L'éolien, c'est une ressource qui, comme le soleil, ne va pas être disponible partout, tout le temps. Alors, il y a du vent jour et nuit, souvent un peu moins la nuit que le jour, hein, déjà, puisque comme il n'y a pas le soleil qui vient alimenter les courants aériens, la nuit, effectivement, c'est plus calme, donc il y a moins de vent. C'est une source d'énergie qui est très capricieuse, puisqu'on ne peut jamais savoir à l'avance quelle quantité d'énergie va arriver dans une éolienne au cours d'une journée. Donc effectivement, c'est une source d'énergie qui est problématique par rapport à ça, c'est-à-dire que la disponibilité de la ressource, eh bien, on ne la connaît pas, en fait. Donc ce sont des sources d'énergie qui sont fluctuantes et elles ne sont pas aléatoires, hein, puisqu'elles dépendent des conditions climatiques, mais elles sont fluctuantes. Donc ça, c'est un vrai problème pour l'éolien et c'est ce qui fait qu'effectivement l'éolien est beaucoup plus difficile à exploiter dans certaines zones. Quand on est dans des secteurs comme par exemple en mer, et c'est pour ça que ça se développe beaucoup en mer, où le vent est assez régulier, là ça devient plus simple de prévoir et d'anticiper la production. Par contre, ça devient beaucoup plus difficile de mettre en œuvre parce que construire des éoliennes en mer, évidemment, ça nécessite de gros moyens, gros investissements, beaucoup d'entretien avec des risques accrus de panne, etc., de corrosion, tout ça. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est complexe, l'éolien. D'autre part, si on parle donc d'efficacité énergétique, parce que c'est valable pour le solaire, c'est valable pour l'éolien, il faut savoir que la quantité d'énergie qui va être transformée et qui va être donc utile est assez faible. À titre de comparaison, si on parle de quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler récemment, la fermeture de la centrale nucléaire Fessenheim, à Fessenheim, si on veut remplacer, parce que c'est ce qui a été évoqué, cette centrale nucléaire-là, donc 2 réacteurs simplement, hein, par des éoliennes, il faudrait couvrir une surface de 100 km², 100 km² recouverts d'éoliennes en France pour compenser la fermeture d'une centrale nucléaire. Vous imaginez bien que c'est gigantesque. 100 km², un carré de 10 km de côté, 10 km par 10 km. Voilà ce que ça représente pour avoir en capacité de production la même capacité que
la centrale nucléaire de Fessenheim. Et je parle uniquement de capacité, je ne parle pas de production réelle, puisque, comme je vous l'ai dit, l'éolien est très capricieux. Donc en fin de compte, c'est peut-être pas 100 km² qu'il faudrait, c'est plusieurs centaines de kilomètres carrés pour avoir une production à peu près garantie de manière constante. Donc c'est gigantesque. Donc ça, c'est un vrai problème à prendre en considération hein, quand on parle des éoliennes, effectivement. Il y a cette problématique-là. Pareil sur la disponibilité de la ressource, eh bien, les éoliennes nécessitent d'être construites en hauteur. On ne peut pas construire les éoliennes au sol, ou en tout cas c'est beaucoup moins efficace, parce qu'il y a très peu de vent quand on s'approche du sol, tout simplement parce qu'il y a des obstacles. Et quand il y a des obstacles, le vent n'aime pas les obstacles, hein, donc voilà, il passe au-dessus et il ne va pas se réengouffrer près du sol lorsqu'il a franchi un obstacle. Donc il y a moins de vent, effectivement, près du sol, donc on doit construire en hauteur. Donc ça, c'est également une problématique. Problématique en termes d'utilisation de l'espace, problématique également en termes d'infrastructures, parce que les forces, les contraintes sur les éoliennes sont très importantes, donc il faut des ancrages au sol qui soient extrêmement importants pour maintenir une éolienne, pour éviter qu'elle s'effondre au premier coup de vent. Et d'autre part, également, donc lorsque le vent est trop fort, eh bien, les éoliennes doivent s'arrêter également pour les mêmes raisons, tout simplement pour éviter d'être emportées par le vent. Donc c'est vraiment une ressource qui est très capricieuse, qui est très difficile à utiliser pour une production de masse, on dira. Pour ce qui est de l'hydroélectrique, alors c'est une ressource qui n'est pas disponible partout, l'eau, évidemment. Hein. Je vous mets au défi de construire une centrale hydroélectrique en plein cœur du Sahara. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais c'est vrai que vous risquez d'avoir la mauvaise surprise de ne pas produire beaucoup d'électricité. Donc évidemment, il faut beaucoup d'eau pour produire de l'électricité à partir de l'eau. Et donc ça nécessite également des infrastructures importantes lorsqu'on est sur Terre, c'est-à-dire des barrages qui vont donc permettre de construire des lacs de barrage. Et ce sont ces lacs de barrage qui vont rendre la ressource disponible de manière importante et de manière continue, surtout été comme hiver, notamment quand les cours d'eau baissent l'été. Si on n'avait pas de lac de barrage, on ne pourrait pas produire d'électricité. Et donc ça nécessite quand même de gros moyens. C'est une ressource qui est disponible également en bord de mer. Hein. On peut utiliser l'énergie hydroélectrique dans des usines qu'on appelle marémotrices, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser le flux et le reflux de l'eau lors des marées pour fabriquer de l'électricité. Donc c'est une ressource qui est relativement fiable, puisque là, pour le coup, on sait à l'avance quelle quantité d'énergie on va pouvoir avoir et on va pouvoir la stocker quand on a des barrages et l'utiliser de manière continue quand on a la mer à côté, puisque la mer, elle s'en va jamais, hein, d'accord, elle vient, elle repart, mais dans les endroits où on va construire des usines marémotrices, évidemment, on va faire en sorte de les construire dans des zones où elles pourront être exploitées de manière régulière. On développe également toutes sortes de choses hein, pour utiliser l'énergie marémotrice, comme des grands serpents de mer qui utilisent l'énergie de la houle, par exemple. Hein. Il y en a en Écosse, il y en a dans différents endroits qui sont en exploitation. Le problème, c'est que l'eau, c'est formidable, mais c'est une force formidable aussi, et que l'eau détruit tout. Hein. Donc ça nécessite un entretien constant, de gros moyens à mettre en œuvre pour maintenir les installations, pour éviter la rouille, pour éviter les risques d'effondrement des barrages, par exemple, etc. Donc, effectivement, c'est une ressource qui est, je dirais, la plus fiable en termes de capacité de production de manière régulière, mais qui nécessite quand même pas mal d'investissements pour son entretien et sa mise en œuvre. Donc, voilà pour ces trois principales sources quand on parle de la disponibilité. Je vais revenir sur les usines hydroélectriques avec leurs lacs de barrage. Pourquoi ? Parce que je vais vous parler du problème du stockage maintenant. Alors, quand on parle du stockage, effectivement, pour les usines hydroélectriques, on constitue des lacs de barrage, donc des grosses réserves d'eau très importantes qui vont permettre d'alimenter en continu des turbines qui vont fabriquer de l'électricité. Et donc, ce lac de barrage, c'est un réservoir, c'est un stock d'énergie tout simplement. Hein. On stocke de l'énergie sous forme d'une masse d'eau qui est en hauteur, hein, puisque le lac de barrage il a une certaine hauteur d'eau, et donc cette énergie ensuite va pouvoir être réutilisée
lorsqu'on va faire transiter l'eau du lac de barrage vers la vallée qui va et au passage, donc cette eau va traverser les turbines, les faire tourner, fabriquer de l'électricité. Donc, on sait stocker l'énergie de l'eau, c'est facile, il suffit de stocker de l'eau en hauteur pour avoir de l'énergie stockée. Ça, c'est pas un souci, et on utilise simplement la loi de la gravité, tout simplement, hein, puisque l'eau va du haut vers le bas, toujours, hein, c'est rare que l'eau remonte. Donc, on va utiliser l'énergie de la gravité, tout simplement, et donc on va stocker en hauteur une réserve d'eau pour l'exploiter plus tard et pour avoir une production continue d'électricité. Donc pour l'eau, le problème du stockage, on ne le connaît pas trop. Il n'y a pas trop de soucis. Pour l'énergie marémotrice, le flux, le reflux fait que de toute façon c'est une énergie qui est disponible à peu près en continu. Donc pas trop de soucis de ce point de vue-là. Le problème va se poser pour le solaire et pour l'éolien. Pour le solaire, effectivement, la nuit, il n'y a pas de soleil, donc il faut stocker si on veut pouvoir alimenter des appareils de manière continue. Les installations solaires qui se font au domicile des particuliers actuellement proposent pour certaines des systèmes de batteries qui vont donc permettre le stockage la journée et permettre de délivrer donc de l'énergie la nuit pour l'habitation. Mais ça, c'est valable uniquement lorsque vous utilisez des faibles quantités d'énergie, ou en tout cas lorsque vous tirez peu de puissance. Pourquoi ? Parce que tout simplement, une batterie, elle a une contrainte qui est que autant quand on la charge que quand on la décharge, on ne peut pas faire rentrer dedans tout d'un coup. C'est comme si vous voulez remplir une bouteille d'un coup, ce n'est pas possible. D'accord ? Donc il faut du temps pour la charger et il faut du temps pour la vider. Donc on ne peut pas tirer une quantité énorme d'énergie, sinon la batterie va surchauffer. Et donc il y a des risques après d'explosion ou d'incendie. Donc effectivement, le problème des batteries, c'est que la disponibilité en termes de quantité d'énergie, ça suffit pour une maison, mais c'est compliqué à appliquer si on veut l'appliquer à plus grande échelle, dans une grande ferme solaire. Si on veut stocker l'énergie solaire, effectivement, ça peut poser problème. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, on a un souci si on veut utiliser des batteries. C'est valable également pour l'éolien, c'est le même principe. Pour l'éolien, si on veut utiliser des batteries, la batterie, elle se charge, elle se décharge de la même manière. Donc, problème de ce point de vue-là. Alors, quelles sont les autres solutions ? Il y en a plein qui sont envisagées. On peut parler, par exemple, de la production d'hydrogène à partir d'eau, donc H2O, tout simplement par électrolyse. Alors le principe, il est tout simple, c'est que vous avez une production d'électricité la journée avec le solaire ou avec l'éolien quand il y a du vent, et cette production d'électricité, si elle n'est pas utilisée totalement, eh bien, la partie restante va servir à faire de l'électrolyse. On est dans de la chimie, on va électrolyser l'eau et on va séparer l'oxygène de l'hydrogène et on va donc récupérer cet hydrogène qu'on va stocker. Et en stockant cet hydrogène, eh bien, on a de l'énergie disponible puisque l'hydrogène, lorsqu'on va le brûler ensuite, va produire beaucoup d'énergie. Donc, on aura stocké effectivement une partie de l'énergie de la journée ou une partie de l'énergie de quand il y avait du vent sous forme d'hydrogène et on pourra la restituer plus tard. Il y a d'autres méthodes de conservation, enfin de stockage de l'énergie, des méthodes tout simplement mécaniques. Une méthode mécanique, c'est je stocke la journée dans des grands réservoirs d'air, par exemple de l'air comprimé. Donc je fais fonctionner grâce à l'électricité produite un compresseur qui va stocker de l'air sous pression et quand j'en aurai besoin la nuit ou quand il n'y a pas de vent, eh bien mon réservoir d'air va être vidé tout doucement et va entraîner effectivement des turbines pour reproduire de l'électricité. Ça, c'est une façon de faire. On peut le faire également en stockant de la chaleur. Alors, c'est un peu plus compliqué comme processus. Je ne vais pas vous l'expliquer en détail, mais en gros, on va utiliser l'énergie produite pour chauffer de l'eau qui va ensuite elle-même servir donc, à reproduire de l'électricité plus tard. Donc voilà, on a
différentes solutions à notre disposition, hein, mais à l'heure actuelle, la constante, c'est que ces solutions sont très peu utilisées finalement, puisque les énergies renouvelables restent encore très minoritaires, et donc finalement, elles sont utilisées quasiment à 100% en direct, puisque les centrales solaires ou éoliennes vont être raccordées au réseau, et l'électricité va être utilisée en temps réel dans le réseau électrique tout simplement. Et donc l'adaptation du niveau de production ne va pas se faire grâce aux énergies renouvelables, elle va se faire grâce aux autres centrales, notamment en France les centrales nucléaires, dont on va adapter la production dans la journée tout simplement. Voilà. Donc il y a un réel sujet là par rapport au stockage de ces énergies. Il faut trouver des solutions de stockage, des solutions qui soient viables et des solutions qui soient efficaces, parce que en termes d'efficacité énergétique, vous imaginez bien qu'on prend une énergie primaire qui va être par exemple le soleil, qu'on va convertir en énergie électrique, donc avec un rendement très faible, hein, on est sur des rendements autour de 10%, d'accord? Donc 10% de l'énergie seulement. Cette énergie électrique, on va l'utiliser pour la stocker dans un réservoir, peu importe lequel, hydrogène, air comprimé, peu importe. Donc on va perdre encore de l'énergie parce que il y a des forces de frottement, parce qu'il y a de la déperdition de chaleur, etc. Donc on perd encore une grande partie de cette énergie, et ensuite on va la réutiliser pour reproduire de l'électricité. Donc on va comme ça perdre à chaque fois un pourcentage important de l'énergie, et donc c'est très peu efficace comme méthode. Donc il y a un vrai sujet là sur les énergies renouvelables qui concerne tout simplement la capacité qu'on a à produire de manière importante et de manière constante de l'énergie pour alimenter tout ce qui a besoin d'énergie. Alors, pour ce qui est donc des problèmes de production, de stockage, je ne vais pas développer davantage dans cette vidéo. Je veux vous parler également du problème de l'acceptation de ces énergies. Pourquoi? Parce que lorsque on parle d'énergie renouvelable, tout le monde trouve ça formidable, on trouve ça écologique, durable, bon pour la planète, on parle d'avenir, on parle de... Mais vous avez, lorsqu'il s'agit d'implanter des centrales solaires, des centrales éoliennes, des barrages, là, vous allez tomber sur des réticences, sur des personnes qui vont vous dire « Oui, c'est formidable les énergies renouvelables, mais pas chez moi ». Et ça, c'est un vrai problème, un problème majeur. Parce qu'à l'heure actuelle, on développe ces énergies renouvelables, mais ces énergies renouvelables, elles ont besoin de place, elles ont besoin d'espace pour exister. Et donc, il est important de réfléchir au-delà de la capacité de production, au-delà du stockage, mais également à la faisabilité, à la réalisation des projets dans le domaine du renouvelable. Donc concrètement, je vous parlais tout à l'heure de 100 km² d'éoliennes pour compenser la fermeture d'une centrale nucléaire. On fait comment? On les implante où? Et dans quelles conditions? Des éoliennes, ça fait beaucoup de bruit, ça crée des nuisances, ça crée des nuisances également sur le plan environnemental, puisque ça peut constituer un danger pour les oiseaux, etc., pour les avions également, voilà, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Pour le solaire, ça prend beaucoup de place au sol. Pour l'hydroélectrique, ça nécessite de construire des réservoirs d'eau, donc c'est compliqué. Donc il faut une vraie réflexion, effectivement, pour vaincre les réticences et pour que finalement tout le monde aille dans le même sens, parce que oui, les énergies renouvelables, c'est bon pour nous, c'est bon pour la planète, mais ça ne peut se faire qu'avec l'adhésion de tous. Et donc il faut obligatoirement qu'il y ait un vrai projet autour de ça, qu'il y ait une vraie réflexion et qu'il y ait surtout des moyens, qu'il y ait de la pédagogie, qu'il y ait de la recherche et du développement, parce que c'est essentiel. C'est essentiel pour améliorer ce qui existe à l'heure actuelle et pour développer ce qu'on a besoin de développer. Pour l'instant, les énergies renouvelables, ça représente une toute petite fraction de notre consommation énergétique. Il ne faut pas se leurrer. Donc, même en développant de manière très importante ces énergies-là,
ça va représenter une partie simplement. Donc ça n'est pas une solution miracle, ça n'est pas le remède à tout, et j'en parlerai lors d'une prochaine vidéo. Eh bien, on ne peut pas effectivement tout miser sur le renouvelable. Si on ne réduit pas notre consommation énergétique, si on ne développe pas de nouvelles technologies, si on n'investit pas massivement dans d'autres programmes de recherche, eh bien, on ne s'en sortira pas. En tout cas, on ne s'en sortira pas grâce aux énergies renouvelables. Voilà. Donc, pour conclure cette vidéo, eh bien, je vous dirais que c'est tous ensemble qu'on doit réfléchir à ces sujets-là. Il doit y avoir un consensus autour du fait que oui, on a besoin de développer ces énergies renouvelables, et il faut qu'il y ait une vraie volonté derrière aussi pour que, effectivement, eh bien, on se donne les moyens d'y arriver. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une troisième partie de ces vidéos relatives à l'énergie, où cette fois-ci on abordera le nucléaire. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.